vais, donc c'est la suite d'hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a fait. Je vous avais raconté une preuve au tableau. Une preuve qui était bien parce qu'elle était jolie et puis elle mélangeait pas mal de maths et puis elle n'était pas complètement triviale non plus. Et après, je vous avais montré à quoi ressemblait sa preuve dans le logiciel Lean, qui est un assistant de preuve, comme Roc, comme Isabelle, comme d'autres. Je n'étais pas du tout rentré dans les détails, mais c'était juste pour vous donner une intuition de à quoi ça pouvait ressembler. Et j'avais choisi cette preuve parce que ça impliquait des maths un peu compliquées. Il y avait des nombres réels, il y avait des espaces vectoriels, il y avait de la topologie, il y avait des suites extraites, il y avait des espaces propres. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et un de mes buts, c'était de vous expliquer que si on veut formaliser des maths, il faut s'appuyer sur des résultats déjà existants parce que sinon, il y a juste trop de choses à faire. Les maths, c'est énorme. Et donc, je vais vous parler d'une bibliothèque de mathématiques formalisée comme ça, qui est celle sur laquelle je me suis appuyé, qui s'appelle Mathlib et que je vous présente ici au tableau. Vous cherchez Mathlib dans Google ou dans votre logiciel de recherche préféré, vous trouverez ça facilement. C'est une bibliothèque qui a une particularité, c'est qu'elle est complètement open source, c'est-à-dire que tous les contributeurs sont bénévoles et considèrent juste que c'est important de développer cette bibliothèque et donc les gens proposent des améliorations, ils voient l'état de la bibliothèque, ils disent « Ah mais moi j'adore ces maths-là et c'est quand même une honte que vous n'ayez pas ce théorème » et on lui dit bah, « Très bien ». Donne-nous ce théorème. Et il y a des interactions comme ça. C'est pas forcément facile d'avoir, de rajouter du code à Mathlib parce que c'est quelque chose qui est déjà assez gros et dans lequel il y a des règles de codage et c'est un peu comme Wikipédia. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des règles. Il faut que tout le monde adhère à certains principes. Et donc c'est pas le processus pour avoir des choses dans Mathlib n'est pas forcément très facile ou très lisse. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça prend du temps, mais n'empêche que c'est ouvert à tout le monde. Et donc si ce soir vous vous ennuyez dans votre train en rentrant, ben, je vous invite à installer. Alors, mais peut-être même que vous allez voir un tout petit peu tout à l'heure avec Patrick à quoi ça ressemble. En rentrant chez vous, alors non. Dans le train, le Wi-Fi de la SNCF ne vous suffira pas pour installer Mathlib, mais éventuellement avec votre téléphone, il y a une chance que ça marche. Donc vous pouvez installer Mathlib, il y a les explications sur cette page, il y a un piège, c'est pour installer Mathlib, il faut pas, si vous avez une distribution Linux, il ne faut pas utiliser le paquet de la distribution. C'est pas bon. Il faut aller voir sur cette page ou sur la page du langage de programmation officiel. Et vous pourrez jouer avec Mathlib. La première chose à faire, c'est de démontrer des petits énoncés qui vous amusent. Le but, c'est pas de contribuer tout de suite à Mathlib. Et puis après, je sais pas, il y a un exercice que vous avez posé à vos élèves, et bah essayez de voir si vous pouvez le formaliser. Et puis après, des choses un petit peu plus compliquées. Et puis une fois que vous êtes à l'aise, là, vous regardez le contenu de la bibliothèque et vous dites « Ah mais là, c'est ridicule qu'il n'y ait pas cet énoncé de triangularisation simultanée de matrices qui commutent. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas ça ?» Je pense que ça n'y est pas. Je vous dirai pourquoi ça n'y est pas. Je vais vous montrer ce qu'il y a, en gros. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais là, sur cette page, à gauche, il y a un truc qui s'appelle Library Overview. Et je vais aller voir en particulier ce qu'il y a dans les maths élémentaires, entre guillemets. Les maths élémentaires, entre guillemets, ça veut à peu près dire jusqu'au niveau agrég. Et en fait, cette page-là, je crois que c'est Patrick qui l'avait créée, il a pris le programme de l'agrég de l'année N, ça devait être il y a 2 ou 3 ans. 2020, il y a 2 ou 3 ans. 2020, il y a 2 ou 3 ans, si on enlève le Covid entre les deux. Et il a regardé ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Et donc il y a 3 ans, en 2020, il n'y avait pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, la bibliothèque s'est développée. Et maintenant, il commence à y avoir pas mal de choses, comme vous pouvez voir. Alors en algèbre linéaire, quel est Hamilton, c'est bien. Le lemme de Schur, l'exponentielle de matrice. Un petit peu de théorie des groupes. Il doit y avoir Sylo. Il n'y a pas Sylo, mais c'est peut-être que Sylo est plus au programme de l'agrég. Sylo est plus au programme de l'agrég. Non, ça n'a jamais été. Non, c'est pas parce que tu l'as. Ok, d'accord. Bon,
Silo devrait être au programme de la Greg. Silo donc est évidemment dans la bibliothèque Matlib, mais il n'est pas là parce que y a des gens qui pensent qu'il ne devrait pas être au programme de la Greg. Donc il y a un peu de théorie des anneaux, un peu de forme bilinéaire, enfin voilà, ce à quoi vous attendez, un peu d'analyse réelle, un peu d'analyse complexe, de topologie, théorie de la mesure, proba, distribution. Alors, il y a aussi des choses qui n'y sont pas, parce que c'est développé par des gens qui ont un temps fini. Là, il y a les topics that are not yet in Matlib, et donc là, vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y a. Et puis, en plus, là, c'est un mensonge, il y a plein de trucs qui sont encore sur cette liste, mais qui ont déjà été mis dans Matlib depuis. Bref, ça commence à être quelque chose de bien développé, grâce, je pense, à ce modèle open source qui fait que quand un matheux est intéressé, il commence à jouer, il se prend au jeu, et puis après, il dit je pourrais participer. Mais c'est comme ça que ça grossit de manière incrémentale. Et là, il y a un risque. Quand ça grossit de manière incrémentale avec des gens qui viennent d'horizons différents et qui apportent des cultures différentes, des points de vue différents, à la fois c'est une richesse, et à la fois c'est un danger. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit je suis prof de prépa et j'adore les matrices 3-3 parce que mon rêve c'est de faire calculer des déterminants de matrice 3-3 à mes élèves, très bien, c'est respectable. Mais les matrices 4-4, ça compte aussi. Donc ça serait bien d'avoir pas juste les matrices 3-3 ou les matrices 4-4. Il faut avoir les matrices NN. Et puis, en fait, les matrices, c'est quand même... Alors, ça sert en tant que tableau de nom, mais c'est aussi une abstraction des applications linéaires. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, c'est plus important d'avoir les applications linéaires que les matrices. Et là, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Mais moi, je suis d'accord avec moi. Et si vous introduisez l'application linéaire... c'est quoi le bon degré de généralité? Parce que, ok, vous pouvez dire, ok, je prends les applications linéaires sur un espace vectoriel réel de dimension finie. Peut-être aussi complexe, ou peut-être sur n'importe quel corps, tant qu'on y est. Et puis pourquoi dimension finie, après tout? Il n'y a pas de raison. Et puis pourquoi sur un corps? Parce qu'il y a des gens qui font de l'algèbre linéaire sur des anneaux. Puis parfois même sur des anneaux non commutatifs. Et puis où est-ce qu'on s'arrête, en fait? Et c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que la personne qui est intéressée par le déterminant des matrices 3-3 n'en a absolument rien à faire est presque embêtée que les espaces vectoriels s'appellent pas espaces vectoriels mais modules, parce que c'est sur des anneaux généraux. Et qu'est-ce que c'est que cette généralité qui va m'embêter? Et donc il faut choisir un certain degré de généralité, et il faut le faire de manière un peu uniforme au sein de la librairie pour qu'il y ait une unité et que ça fonctionne bien. Et donc là, il y a un groupe de dictateurs. C'est un groupe, hein, c'est collectif, et qui essaye d'imposer une unité comme ça, et de faire en sorte que quand on parle d'une application linéaire, c'est la même application linéaire qui va permettre de définir les dérivés d'une application. Et quand vous allez parler de groupes de Galois, ça va être les mêmes applications linéaires. Et en fait, dans tout Matlib, il y a un seul type d'application linéaire, et c'est le même partout. Et donc pour faire ça, il faut que toutes les maths qu'il y a dans Matlib, qui sont quand même assez variées, se parlent les unes aux autres. Et donc là, il y a un travail d'unification à faire. Et ça s'appelle Bourbaki. C'est ma phrase d'après. Ma phrase d'après, c'est « il y a une approche bourbakisante là-dedans ». Il y a clairement une approche bourbakisante. Et il y a aussi cette approche bourbakisante du point de vue de la généralité. Parce que si on choisit dès le début de dire que les applications linéaires, c'est juste sur des espaces vectoriels, sur des corps, et un jour on est coincé, parce que ça nous empêche de développer un certain domaine des maths. Et le but ultime de Matlib, c'est pas juste de faire le programme de la grecque, alors c'est très ambitieux, peut-être trop, mais c'est de pouvoir un jour développer la majeure partie des maths de recherche qui se font aujourd'hui. Et pour ça, il faut avoir une vision assez large, et il faut développer les objets de manière vraiment générale. Et ça, parfois, c'est un obstacle aussi, dont on est conscient, et c'est un choix qui a été fait dans cette bibliothèque. Et c'est un choix qui ne conviendra pas à tout le monde, parce que justement, pour calculer des déterminants de matrice 3-3, ça rend les choses plus compliquées. Mais Michaela en parlait ce matin, que c'est important aussi qu'il y ait différentes bibliothèques, parce que parfois, on n'a pas besoin du même degré de généralité, et la généralité qui semble indispensable à quelqu'un peut être un frein pour quelqu'un d'autre. Et donc, je ne dis pas que Matlib, c'est la bibliothèque universelle qui va convenir à tout le monde, absolument pas. C'est une bibliothèque où on essaye, les bouquins de Bourbaki, ils sont très bien pour certaines personnes, il ne faut pas les donner à un étudiant, c'est pas comme ça qu'il va apprendre les espaces vectoriels normés.
Voilà, donc c'est bourbakisant, de manière délibérée. C'est un choix. Et c'est un choix dont on s'est rendu compte dans beaucoup d'exemples de la pertinence. Et donc il y a tout un travail de construction de librairie à faire comme ça, où il faut vraiment réfléchir aux maths qu'il y a derrière, et pas juste à l'implémentation. Il faut dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la bibliothèque et pourquoi? À quel degré de généralité? Est-ce que ce qu'il y a dans les livres, ça convient bien? Ou en fait, est-ce que Bourbaki n'est pas assez général? Il ne faudrait pas qu'on aille un peu plus loin. Je suis sérieux sur certains exemples. Hein, il y a des exemples où on va plus loin que Bourbaki, parce que Bourbaki n'est pas assez général. Bref, c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ce processus de construction d'une bibliothèque. Alors, de cette bibliothèque. Encore une fois, ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne s'appliquera pas à toutes les bibliothèques. Ça s'applique à cette bibliothèque Matlib bourbakisante. Que vous pouvez prendre soit au sens péjoratif, soit au sens mélioratif, suivant les goûts des uns et des autres. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de dérivés et de calcul différentiel, dont Michaela vous a déjà parlé ce matin dans ROC, mais en parlant de dérivés en dimension 1. Et moi, je vais vous parler de dérivés de calcul différentiel en dimension supérieure. Donc la définition classique, que vous allez trouver dans les livres, même chez Bourbaki, c'est que vous prenez deux espaces vectoriels. Alors, non, chez Bourbaki, ça ne sera pas comme ça. Mais vous prenez deux espaces vectoriels réels normés. Est-ce qu'il y a des différentiels comme ça en prépa? Oui, sur l'espace vectoriel normé. Oui, hein? Oui. Dimension finie, ouais, mais là, ça ne change rien. Hein, voilà. Donc, f est dérivable s'il y a une application linéaire continue. Alors, en dimension finie, elle serait automatiquement continue, mais là, c'est important de le demander. Tel que, lorsque y est proche de x, f de y, c'est approché à l'ordre 1 par cette application linéaire. Autrement dit, on demande s'il y a un espace tangent au graphe de la transformation. Définition tout à fait classique et extrêmement importante, parce que quand on veut comprendre des applications, souvent le premier réflexe c'est de voir si un modèle linéaire nous dit des choses. Donc cette application, elle, est unique, et ça s'appelle alors la dérivée ou la différentielle de f en x. Et il y a plein de notations qui ne sont pas cohérentes d'un endroit à l'autre, et je jonglerai entre les trois notations, peut-être même parfois TXF quand je mettrai mon chapeau de géomètre différentiel. Il y a aussi une notion de dérivée en dimension 1, dont Michaela parlait tout à l'heure, et qui est pas tout à fait celle-là, mais qui est un cas particulier de celle-là si on identifie les applications linéaires de R dans R avec la valeur de cette application linéaire en 1. Donc c'est la même chose, modulo un isomorphisme, qu'on a tendance à penser totalement transparent, mais si un jour on veut formaliser les choses, il faudra appliquer l'isomorphisme, et donc on pourra par exemple déduire la dérivée en dimension 1 de celle-là. On ne va pas refaire deux fois la même chose, on va déduire une théorie de l'autre. Si on veut déduire une théorie de l'autre, c'est important de commencer par la théorie la plus générale, qui implique la particulière. Ça ne peut pas se faire dans l'autre sens. Donc on se dit que c'est la bonne définition, que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis après on commence à écrire des énoncés. Voilà un énoncé typique. Vous prenez une fonction de R dans R dérivable à droite de 0, dont la dérivée en 0 est strictement positive, alors à droite de 0, f de x est strictement plus grand que f de 0. Bien sûr, c'est vrai, et c'est pas une application de la définition au-dessus, parce que là, j'ai pas de dérivée dans tout un voisinage de 0, j'ai juste dérivée à droite. Et donc si on veut pouvoir écrire cette proposition dans votre livre ou dans votre bibliothèque de calcul formel, c'est important de généraliser un peu la définition qui est au-dessus. Et de l'avoir non pas juste dans un ouvert autour d'un point, mais dans certains domaines autour de points. Et en fait, il y a plein d'exemples où c'est pertinent d'avoir des domaines et pas juste des ouverts. Donc une fois qu'on a vu cette définition, on la traduit, et alors je vais faire exactement comme Michaela ce matin. Elle vous a dit, la première fois qu'on écrit la définition de dérivée, on se rend compte qu'il y a cette notion de fonction totale ou pas. Et ce qui est important, c'est qu'une fonction est telle fonction comme dérivée. Il faut inclure le fait que la fonction est dérivable en ce point-là. Et c'est exactement ce que dit cette définition as f derive within at. Parce
excusez-moi pour mon accent anglais, ça dit que la fonction f, au point x, alors j'ai même un pointeur, cette fonction f au point x et à l'intérieur de l'ensemble S va avoir cette fonction f', ça c'est L de E dans F, c'est les applications linéaires de continu de E dans F. Donc f va avoir f' comme dérivée dans l'ensemble S au point x, si f de y moins f de x moins f' de y moins x, c'est négligeable par rapport à la différence y moins x, quand x tend vers S, quand y tend vers x, c'est ce que dit cette notation. Et là, ça dit quand y tend vers x à l'intérieur de l'ensemble S. Okay. Et ensuite, on dit qu'une application est différenciable à l'intérieur de l'ensemble S au point x si il existe une dérivée. Et là, c'est pas très pratique à manipuler, c'est exactement ce que Michaela vous a raconté ce matin. Ça veut dire que là, pour l'instant, vous n'avez pas de moyen d'écrire la dérivée de f. Vous avez moyen de dire f a f' comme dérivée. Il y avait une question. Oui, en fait, E et F, ils sont finis avant ou... Oui, j'ai pas écrit ce qu'il y a au-dessus là. Pour toute cette section, fixons K un corps normé et E et F deux espaces vectoriels normés sur K. Pas forcément de dimension finie. Donc là, je vous ai dit ce que c'est avoir que f a f' comme dérivée, mais je ne vous ai pas dit de manière d'écrire ce que c'est que la dérivée de f. Mais c'est pas très pratique parce que parfois, quand on veut écrire des formules, on voudrait pouvoir mettre la main sur ce que c'est que la dérivée de f. Et alors, exactement comme Michaela disait ce matin, un moyen de dire ça, ça serait f dérive, ça serait une dérivée, ça mangerait quoi? Ça mangerait une fonction, un ensemble, un point. Et puis pour que ça ait vraiment un sens, on dit que ça serait bien quand même qu'on ait le droit d'écrire ça que si la fonction est différenciable dans ce point-là. Et donc il faudrait peut-être aussi lui fournir une preuve du fait que f est dérivable en x. Et donc f dérive, ça mangerait tous ces objets-là et ça renverrait l'application linéaire qui est la dérivée de f en ce point x à l'intérieur de l'ensemble S. Et en fait, ça, c'est pas pratique. Comme Michaela vous l'a expliqué ce matin avec l'exemple de la division par zéro, écrire ça à chaque fois, ça devient insupportable. Si vous voulez écrire la dérivée de cosinus, eh ben, vous aurez besoin de montrer à chaque fois que vous l'écrirez que cos est dérivable. Ok, pour cosinus, ça va, mais si vous avez exponentielle de 3 cosinus x plus 7x, et si à chaque fois vous devez vous taper à la main la preuve de la différentiabilité, ça devient juste insupportable. Exactement comme la division par zéro. Et donc la solution dans ce genre de cas, c'est de dire, eh ben, la dérivée, on va la définir dans tous les cas, et soit la fonction est dérivable, on va renvoyer la dérivée, et soit la fonction n'est pas dérivable, et à ce moment-là, on s'en moque, parce que de toute façon, on ne l'utilisera jamais, donc on va renvoyer un truc arbitraire, et un truc arbitraire, le plus simple à prendre souvent, c'est 0. Donc on prend 0. Donc là, je vous ai dit à quoi ça devrait ressembler, et en fait, la définition que je vous ai écrite ici, c'est pas tout à fait ça, c'est encore pire. C'est, je dis, si la fonction admet l'application linéaire nulle comme dérivée, alors je vais utiliser celle-là. Sinon, si la fonction est différenciable, je vais prendre une dérivée qui marche. Alors là, je suis à l'intérieur d'un ensemble, il n'y a pas unicité des dérivées a priori, donc j'en prends une. Et si la fonction n'est pas dérivable, je prends 0. D'accord ? Alors, pourquoi ce choix-là ? Au début, la première fois qu'on a écrit la définition de dérivée dans Lean, on n'avait pas celle-là. Et puis, beaucoup plus tard, on s'est rendu compte que c'était très bien de mettre ça. Ça implique, par exemple, que la dérivée de n'importe quelle fonction est mesurable. Ça ne serait pas le cas si, là, vous mettiez n'importe quoi. Mais si vous choisissez 0, dans ce cas-là, les choses se passe mieux pour certains énoncés, et ça ne coûte rien le reste du temps, donc autant le mettre, ça a des avantages et ça n'a pas d'inconvénients. Donc, ça veut dire que c'est le seul cas au lieu de juste de dire on en choisit une, tu dis vraiment laquelle tu veux. C'est ça, s'il y a un choix et que 0 marche, eh ben, je vais faire le choix le plus malin, je vais prendre le 0. Donc ça, c'est une définition totalement non constructive. C'est quelque chose avec lequel le noyau ne calculera jamais. Mais c'est pas grave parce qu'on ne va pas demander au noyau de calculer sur cet objet-là, on va démontrer les théorèmes avec cette définition.
Donc une fois que j'ai fait ça, ça c'est à l'intérieur de cet ensemble S, et ben je donne aussi des définitions quand S c'est l'espace entier, parce que souvent quand même, on utilise des définitions dans l'espace entier. Et puis à partir de ça, on en déduit aussi des définitions spécialisées en dimension 1, parce que en dimension 1, on a envie de penser à f' comme un réel et pas comme une application linéaire. Mais toutes ces définitions supplémentaires sont construites à partir de ces 3 briques de base, disons. Donc le 0 ici, c'est une valeur par défaut qui rend service quand la fonction n'est pas dérivable. Ça fait que quelques théorèmes sont vrais même sans hypothèse. Si je prends l'exemple de Michaela de ce matin, elle vous a dit que si vous voulez avoir un lemme qui vous dit que x sur x égale 1, là il faut une hypothèse, que x soit non nul. Par contre, ce que je vous dis, c'est que a plus b sur c, c'est toujours A sur C plus B sur C. Là, il n'y a pas besoin de l'hypothèse que C est non nul. Michaela vous a dit que maintenant, quand C est nul, on dit que la division par 0, ça fait 0. Mais ça permet que ce genre de choses soit vrai toujours. Alors, évidemment, quand on va l'utiliser, ça sera toujours dans des cas où le dénominateur sera non nul. Mais il n'empêche que si, quand vous appliquez ça, vous n'avez pas besoin de démontrer que le dénominateur est non nul, bah, ça vous épargne un peu de travail. Et la flemme est un excellent moteur, toujours. Pardon ? Je pense qu'on est tous d'accord que la flemme est un bon moteur. Mais par exemple, tu n'auras pas en toute généralité f' plus g' égale f plus g', sujet en dimension 1 par exemple. Non. Tu auras ça que si tu ajoutes une preuve que f et g sont bien Tout à fait, exactement. En fait, les hypothèses comme ça ne viennent pas dans les définitions, mais pour la validité des énoncés, ça devient... Et donc, voilà, qu'est-ce que je disais ? Bah, c'est ce que j'ai dit, grâce à la valeur pratique 0 que j'ai mise là-haut, une dérivée, c'est toujours mesurable. Et alors, il y a quand même... Il y a une difficulté avec les domaines. Je vous ai dit que c'était important d'avoir des définitions dans les domaines, mais ça crée des difficultés. En particulier, la non-unicité de la dérivée. Typiquement, c'est pas unique. Et là, j'ai mis un exemple tout bête. Vous prenez 2 applications linéaires, L de xy égale x et m de xy égale x plus y. Ouais. Tu veux qu'on leur avoue l'exemple le plus choquant d'énoncer un conditionnel ou tu veux qu'on leur soit la dérivée des fonctions de R dans R ou... C'est le slide d'après. C'est le slide d'après, oui. Enfin, je sais pas si on pense au même, mais... donc, ces 2 applications linéaires, bon, bah, comme application linéaire de R2 dans R, leur dérivée partout, c'est elle-même. Mais alors, si je regarde la dérivée juste à l'intérieur de la droite horizontale, L et M, elles coïncident le long de la droite horizontale. Donc en fait, comme dérivée, bah, je pourrais utiliser soit L, soit M. Et puis même quand je pourrais utiliser L à certains endroits et M à d'autres. Et comme ce f dérive within at ici est défini en utilisant cette fonction de choix dont on ne sait rien, si ça se trouve, cet objet-là, il est très moche. Peut-être qu'il alterne entre L et M. Donc ça va créer des difficultés. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais c'est tellement important d'avoir des dérivés dans les domaines pour tellement d'applications dont je vous parlerai après que c'est un prix qu'on est à payer. C'est un prix qu'on est prêt à payer. C'est dur à dire. Et parfois, les choses se passent mieux quand même quand les dérivés à l'intérieur d'un ensemble sont uniques. Par exemple, si votre ensemble est ouvert, et ben là, il n'y aura pas de gag. Les dérivés seront uniques. Et quand les dérivés sont uniques et que les fonctions sont dérivables à l'intérieur du domaine, à ce moment-là, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Exactement comme tu disais, il faut ces 3 hypothèses. Si on retire une de ces 3 hypothèses, ça devient faux. C'est ça. Donc, ce matin, Michaela a essayé de vous faire hurler en vous parlant de 1 sur 0 égale 0. Je trouve que vous n'avez pas hurlé très fort. Donc là, je vais vous faire hurler plus fort. Voilà une version du théorème de Rolle qu'il y a dans MATLib. J'ai écrit la version formelle, mais je vais vous lire la version informelle. Vous prenez A strictement plus petit que B, pour que l'intervalle soit bien ce qu'on pense, et une fonction de R dans R qui, à droite de A et à gauche de B, a une même limite L. Alors, il y a un point à l'intérieur de l'intervalle où la dérivée est nulle. Bah oui,
Toutes les fonctions dérivables sont dérivées. Si elle n'est pas dérivable, Voilà, c'est ça. Si la fonction est dérivable, s'il y a un point où la fonction n'est pas dérivable, alors on prend ce point-là et ça marche. Et par contre, si la fonction est dérivable partout, bah là vous avez les hypothèses du vrai théorème de Rolle et que vous savez démontrer en regardant un maximum ou un minimum, ou... bref. Je ne vais pas vous faire la démonstration de Rolle. Et donc là, ça a l'air complètement débile de l'écrire comme ça. Parce que, évidemment, à chaque fois qu'on va utiliser le théorème de Rolle, par exemple pour démontrer l'égalité des accroissements finis ou je ne sais quoi, évidemment, on l'appliquera que à des fonctions dérivables. Donc à quoi bon l'écrire comme ça? Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit, comme sur l'exemple là. S'il y a moins d'hypothèses à vérifier, eh ben, ça fait moins de travail pour l'utilisateur. Donc votre théorème est plus facile à appliquer, tant mieux. Moi, ça me demande un petit peu plus de travail de le démontrer, mais je fais ça une fois. Et les utilisateurs qui vont utiliser mon théorème des dizaines de milliers de fois au moins, eh ben, ils auront un peu moins de travail à faire, et donc globalement, c'est rentable. Comment tu calcules ça? Parce que à un moment donné, tu refuses de vérifier ces dérivables avant de calculer la dérivée, mais en contrepartie, chaque fois que tu fais un produit de dérivée, une somme de dérivée, machin, ça, de chaque fois vérifier qu'en plus, de chaque fois vérifier que c'est vraiment vrai. Alors, c'est un truc de toute façon que tu seras obligé de faire. Tu vois, quand tu vas dire que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, de toute façon, tu vas être obligé de montrer que les fonctions sont dérivables. Quelle que soit ton approche, tu vas être obligé de le faire. Par contre, il y a d'autres exemples où, avec une approche, tu seras obligé de le faire, et avec une autre, tu ne seras pas. Donc, de toute façon, dans le cas où tu seras obligé de le faire, ça ne change rien. Tu ne gagnes pas, tu ne perds pas. Et par contre, dans les cas où tu peux gagner, tu gagnes. Je donne un autre exemple caricatural. Si je veux écrire l'intégrale sur R de... alors, je vais essayer d'écrire un truc qui converge. x2 sur log x au carré dx. Ça se trouve même, ça se calcule ce truc. Voilà. Donc quand j'écris... Ok. Ok, alors, x n'est pas compris, voilà. Min de 1x à la puissance 4, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec celui-là? Ouais. Autour de 0, ça c'est x2, c'est bon, et à l'infini, c'est 1 sur x2, et c'est bon aussi. Donc ce truc-là, c'est une intégrale. Si je voulais avoir le droit de l'écrire seulement dans les bons cas, à chaque fois que quand j'écris cette intégrale, je devrais vous montrer que cette fonction est mesurable. Je devrais vous montrer qu'elle est intégrable. Et si on poussait le vice jusqu'au bout et qu'on n'avait pas autorisé la division par 0, j'aurais aussi besoin de vous montrer que le dénominateur est toujours non nul. Sauf qu'il n'est pas toujours non nul, parce qu'en plus, en 0, j'aurais pas le droit de dériver, j'aurais pas le droit de diviser par 0. Donc en fait, ce truc-là, c'est une fonction qui serait juste bien définie presque partout. Et si vous commencez à vouloir écrire ça en faisant comme on dit qu'on fait dans les livres. Dans les livres, on dit on intègre, quand j'écris un signe intégral, c'est que parce que la fonction est bien définie et qu'elle est intégrable, et qu'elle est bien définie partout, ou alors on fait des classes d'équivalence de fonctions. Si vous voulez faire exactement comme dans les livres, ça devient juste totalement impraticable. Et donc le point de vue pragmatique, dont Michaela a fait la pub ce matin, c'est de dire, j'ai toujours le droit d'écrire ça, mais si je veux montrer un théorème dessus, j'aurais besoin de vérifier la mesurabilité et l'intégrabilité de cette fonction, ou des choses comme ça. Et là, si je n'avais pas autorisé la division par 0, ça serait juste l'enfer. Mais de toute façon, sur papier, c'est exactement ça qu'on fait. On écrit les intégrales et on justifie jamais, ou peut-être qu'à un moment, on justifie l'intégrabilité une fois, mais après, on écrit l'intégrale et puis pose pas plus de questions. Et donc le fait d'avoir des valeurs par défaut comme ça, ça colle pas à la théorie expliquée dans les livres, ça colle à la pratique des livres. Et il se trouve que c'est beaucoup plus important de coller à la pratique qu'à la théorie. Les matheux ont souvent tendance à mentir sur ce qu'ils font vraiment. Et on s'en rend compte quand on fait des mathématiques formalisées.
Donc ça a l'air évidemment faux, mais en fait c'est bien juste et validé par Lin, parce que vous avez vu tout de suite que la dérivée est nulle là où la fonction n'est pas dérivable. Maintenant je voudrais passer en différentiabilité supérieure. Je voudrais passer sur les classes de fonctions Cn. Alors là, je dois avouer que j'ai plus aucune idée de si on fait du calcul diff en plus grande régularité en prépa ou pas, avec des applications multilinéaires et des choses comme ça. On va dire que oui. Donc voilà une définition qu'on trouve dans les livres, un bon livre de référence, par exemple dans le bouquin de Cartan. Je prends deux espaces vectoriels réels normés E et F, et une fonction entre ces deux espaces, et on va définir par récurrence ce que ça veut dire d'être de classe Cn. Une fonction SC0 si elle est continue, ça on dit qu'on sait déjà ce que c'est, et une fonction va être Cn si elle est dérivable, et si sa dérivée, donc sa vraie dérivée parce qu'elle est dérivable, si sa dérivée est, donc sa dérivée c'est une application de E dans les applications linéaires de E vers F. Mais alors E, c'est un espace vectoriel réel normé, les applications linéaires de E vers F c'est un espace vectoriel normé, donc je peux utiliser ma définition par récurrence, et ça a un sens de demander que la différentielle de F soit Cn-1. Donc là, j'ai défini ce que c'était que Cn pour tout entier n, et on dit que c'est C infini si on est Cn pour tout n. Voilà. Bonne définition, comme dans les livres. L de E dans F, c'est normé avec la norme d'opérateur. Voilà. Et alors, évidemment, après on va faire des petits abus de notation parce que c'est comme ça qu'on fait dans les livres. La différentielle seconde, qu'est-ce que c'est? C'est une application linéaire de E dans les applications linéaires de E dans F, et ça c'est pas très pratique à écrire, mais il se trouve que c'est identifié canoniquement avec les applications bilinéaires continues de E dans F. Un objet là-dedans, ça mange un premier vecteur, ça renvoie une application linéaire, et donc l'application linéaire envoyée, je peux lui faire manger un deuxième vecteur. Donc ça mange deux vecteurs et ça renvoie un élément de F. Il se trouve que l'application qui est construite comme ça, elle est bilinéaire et continue. Et en fait, il y a vraiment une identification naturelle entre les deux, même comme espace vectoriel normé, donc on va dire que c'est la même chose. Dans les livres, on dit que c'est la même chose. Et de la même manière, la dérivée énième, c'est une application de l'application linéaire continue de E dans les applications linéaires continues de E, blablabla. Cette chose-là, c'est la même chose que les applications multilinéaire continue en n variables, même en tant qu'espace vectoriel normé. Donc c'est comme ça qu'on y pense, c'est juste plus pratique à écrire. Donc voilà une très jolie définition qu'on pourrait implémenter dans MATLib, sauf que non. Sauf que non, parce qu'elle a plein de limitations. La première limitation, c'est que c'était écrit sur R. Bon là c'est facile, il y a plein d'exemples, on fait de l'analyse sur C, donc on voudrait aussi savoir ce que c'est qu'une application Cn sur C, mais même sur d'autres corps aussi. Sur Qp, ça sert un peu moins, mais ça sert sur Qp quand même. Vous n'avez pas besoin d'être familier avec Qp. En fait, on aurait envie d'avoir cette notion pour n'importe quel corps normé. Et c'est pas gratuit, c'est parce qu'il y a des applications où c'est nécessaire de pouvoir parler de ces choses-là. Une autre limitation, c'est que là, je l'ai écrit dans l'espace entier. Mais tout à l'heure, j'ai essayé de vous convaincre que c'était bien de pouvoir parler de dérivées dans des domaines. C'est pareil pour les dérivées itérées. On a besoin de pouvoir le faire dans des domaines. Par exemple, quand on fait de la géométrie différentielle, il y a des variétés à bord. Les variétés à bord, il y a un bord, donc c'est dans des domaines. Et c'est pas gratuit. Le jour où on formalisera la preuve par Perelman de la conjecture de Poincaré, enfin le jour... si, la preuve de Perelman, elle repose sur une classification des variétés de dimension 3 conjecturées par Thurston, et c'est des bouts qu'on recolle, et les bouts, c'est des variétés à bord. Donc c'est inévitable. Si on veut pouvoir faire ces maths-là, il faut avoir des variétés à bord, et donc il faut avoir des fonctions Cn dans des domaines. Donc on ne peut pas s'en passer si on a une optique bourbakiste. Bourbaki revient. Bourbaki avait compris un certain nombre de choses. Bourbaki a un fascicule de résultats sur les variétés, et il fait une hypothèse un peu bizarre à première vue, c'est il dit si votre corps de base c'est R ou C, je suis d'accord pour regarder des variétés de classe Cn, avec n un entier supérieur ou égal à 1 arbitraire. Ou c'est infini, ou même sur R ou C, je vais regarder des variétés analytiques aussi. Et par contre, si je suis sur un corps qui n'est pas R ou C,
je ne regarderai que des variétés analytiques. Il fait comme ça, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais même si je ne vous dis pas pourquoi, argument d'autorité, Bourbaki a certainement une bonne raison de faire ça. Et donc, si vous avez envie de formaliser les variétés dans une bonne généralité, vous vous dites, bah, c'est probablement une bonne idée de faire comme Bourbaki. Et donc, il faudrait que je sois capable de dire ce que c'est qu'une variété Cn pour n qui serait soit un entier, soit l'infini, soit oméga. Je ne veux pas faire d'un côté les variétés Cn où c'est infini, et de l'autre côté les variétés C oméga, et refaire deux fois des théories séparées qui ne se parlent pas. Parce qu'après, si on démontre un théorème d'un côté, soit on oublie de le transférer de l'autre côté, ça pose problème, soit on le duplique, et ça demande 2 fois plus de travail. Donc la seule bonne manière de faire quand on voit ça, c'est dire, ok, si je veux pouvoir faire de la géométrie différentielle dans la bonne généralité, il faut que ma classe de fonctions, elle contienne aussi les fonctions analytiques. Et donc, la définition des fonctions Cn dans MATLIB, quand on a ces contraintes d'application, mais même si elles sont à long terme, c'est des choses qu'il faut essayer d'anticiper, une définition des fonctions Cn dans MATLIB, elle va devoir résoudre simultanément ces 3 difficultés. Et donc je vais vous raconter comment on a fait. Mais je ne vais pas vous dire la définition qui marche, c'est ça, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. L'histoire, c'est qu'au début, on s'était pas rendu compte qu'il y avait toutes ces difficultés, et donc on a commencé par écrire une première définition un peu naïve, qui marchait pour certaines applications. Puis un jour, on est tombé sur une application plus compliquée, on s'est dit, mince, notre définition, au début, elle n'était pas bonne. Alors on l'a corrigée. Et en fait, on a itéré ce processus, parce qu'on se rend compte des difficultés au fur et à mesure qu'on développe les applications. C'est pour ça aussi que c'est important de faire des bibliothèques qui vont assez loin, parce que c'est en allant assez loin qu'on voit les défauts de ce qu'on a fait au début. On passe son temps à améliorer la bibliothèque motivé par ce qui vient beaucoup plus loin, en fait. Donc comment on peut essayer de définir les fonctions Cn ? On va faire comme dans les livres, on va prendre la définition que je vous ai écrite, qui était celle du bouquin de calcul différentiel de Cartan, qui est un bouquin excellent. On pourrait définir par récurrence la dérivée n-ième de f dans l'ensemble S comme la dérivée dans S de la dérivée n-1e dans S. Je vous ai dit ce que c'était que les dérivées à l'intérieur d'un ensemble, je peux les itérer, donc voilà. Et ensuite, je vais dire que f et Cn, si toutes ces dérivées itérées comme ça, jusqu'à l'ordre n, sont bien définies et continues. Alors... Malheureusement, il y a cette histoire de non-unicité des dérivées dans les domaines. Je vous ai dit que tout à l'heure, si on regardait la fonction L de x, y égale x, et qu'on regardait sa dérivée dans le domaine qui est l'axe horizontal, ça pouvait être quelque chose de discontinu, parce qu'on pouvait faire à certains endroits un certain choix, à d'autres choix à un autre endroit, et de manière totalement arbitraire. Donc si je vous dis la définition donnée plus haut, et que j'ai pas eu de chance, et que mon choix de dérivée était mauvais, il se pourrait que ma fonction L de x, y égale x ne soit pas C1 sur R croix 0. Et là, ça va pas. Ça va pas parce que on va quand même vouloir démontrer des théorèmes à un moment. Et dans les théorèmes, on a... Alors, j'ai vraiment envie de dire qu'une application linéaire est C1. J'ai envie de dire que si une fonction est Cn dans un domaine S et puis que je prends un domaine plus petit t, alors Cn et f et Cn dans t aussi. Il faut qu'il y ait des énoncés de cohérence comme ça. Sinon, ça veut dire que j'ai raté ma définition et que je dois retourner à la table de travail. Donc cette définition-là, elle marche pas bien, et pourquoi ? Parce que la définition de f dérive within que j'ai écrite tout à l'heure, elle était, je vous ai dit, elle est totalement arbitraire, il y a ce choix fait par l'axiome du choix, parce qu'il faut choisir une dérivée. Et c'est pratique de l'avoir sous la main, mais souvent ça se comporte pas bien. Donc, il ne faut pas utiliser f dérive within, c'est un objet qui n'est pas assez canonique pour nous donner une bonne définition. Donc, une deuxième idée, ça serait de dire, on va se demander s'il existe une bonne suite de dérivées itérées. Est-ce qu'il existe un choix de dérivées P1, P2, Pn, tel que Pi plus 1 et une dérivée de Pi dans S, et puis toutes elles sont continues jusqu'au rang n. Un truc comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc... Si je mets deuxième tentative en haut, c'est que ça ne va pas marcher non plus. Mais, c'est que ça ne va pas marcher, c'est que ça aura encore des défauts, qui seront un peu moins évidents. Donc on va dire qu'une fonction est Cn sur un ensemble S, disons pour n en entier, si j'ai une suite d'applications M multilinéaires, telles que Pm plus 1 et une dérivée de Pm sur S. Voilà. Et puis que la dernière, Pn, soit continue.
Donc ça, alors, je l'encode par une structure formelle, parce que c'est un truc que je vais vraiment utiliser après. C'est la même chose. Je vais dire que f a cette suite d'applications PM comme que P convient comme série de Taylor de f jusqu'au rang n, si P0 c'est f, et puis la dérivée de Pm c'est Pm plus 1, et puis alors je voudrais dire que la dernière Pn est continue, et ça ne marche pas quand n c'est l'infini, parce qu'il n'y a pas de P infini. J'ai juste envie de dire la dernière est continue, et en fait une manière efficace de le dire c'est de demander que pour tout entier plus petit que n, Pm est continu. De toute façon, si m est strictement plus petit que n, on le savait déjà, parce que c'était dérivable, donc c'était continu. Et donc en fait, cette chose-là ne dit vraiment quelque chose que sur la dernière, si dernière il y a. Mais donc c'est cette chose que je vous ai écrite là, ça traduit exactement la définition informelle au-dessus. Et alors cette définition a un défaut. Alors, pardon. Avant, alors là, je vous ai dit que P0, ça devait être F, et que PM plus 1, M.suc, c'est M plus 1, que la dérivée de PM, ça devait être PM plus 1. Et alors là, il y a des trucs bizarres, c'est Curie 0 et Curie left. C'est les identifications. Exactement, c'est les identifications que je vous ai dit qu'on fait tout le temps. Les applications linéaires de E dans les applications linéaires de E dans F, c'est la même chose que les applications bilinéaires de E au carré dans F. Et dans un bouquin, on n'en parle pas. Là, on est obligé de les mettre. Sinon, Lynn vous dit je ne comprends pas de quoi tu me parles. Parce que la dérivée de ce truc-là, ça devrait être une application linéaire de E dans les applications M linéaires. Et alors que ça, c'est une application M plus 1 linéaire, c'est pas la même chose. Donc, il faut être pédestre, il faut être parfaitement précis, il faut lui dire, je prends ce truc-là, mais je le retransmets par l'identification pour que tu sois content et que tu comprennes de quoi je parle. Donc ça rend les choses un tout petit peu plus pénibles, mais en fait pas tant que ça, vous voyez, c'est quand même relativement léger ces identifications, sauf qu'il faut avoir construit la théorie de ces identifications avant. Bref, cette définition, je vous dis, elle ne marche bien, et pourquoi? C'est parce qu'elle n'est pas locale. Il se pourrait que f soit Cn sur S pour tout entier n, mais qu'elle ne soit pas C infini sur S. Pourquoi ça? Parce que peut-être que pour voir que f est C30, vous trouvez une suite de dérivés P0, P1 jusqu'à P30 qui marche. Puis peut-être que pour voir que votre fonction est C40, vous trouvez une autre suite de dérivés Q0 jusqu'à Q40 qui marche. Et ça se trouve Q n'a rien à voir avec P. Et pour 50, vous en avez encore une autre suite, et puis si elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour voir que c'est infiniment dérivable, vous ne savez pas quoi prendre, vous n'avez pas de suite qui marche. Alors si vous êtes sur un domaine où les dérivés sont uniques, il ne va pas y avoir ce problème, parce que par unicité, les P et les Q ils vont être les mêmes. Et donc tout sera compatible et vous pourrez tout mettre ensemble. Mais s'il n'y a pas unicité des dérivés, a priori, c'est pas évident qu'il y ait cette compatibilité. Donc il y a un problème de localité en temps par rapport à n. Il y a aussi un problème de localité en espace. Si f est Cn autour de chaque point, il se pourrait qu'elle ne soit pas forcément Cn sur l'ensemble entier. Pourquoi? Parce que autour de x, vous savez que votre fonction est Cn, ça vous donne une suite Pn. Et puis autour de y, vous savez que c'est Cn, ça vous donne une suite Qn. Et puis sur l'intersection entre les deux, si ça se trouve, ça ne correspond pas. Alors si ça correspondait, s'il y avait unicité, il n'y aurait pas de problème. Tout se recollerait bien, et puis vous trouveriez un truc qui marche bien. Encore une fois, il n'y aurait pas de problème. Si ça ne correspond pas, alors si vous êtes sur R en dimension finie, vous pouvez utiliser des partitions de l'unité pour recoller les choses et pour résoudre ce problème. Si vous n'êtes pas sur R, si vous êtes sur C, vous ne pourrez pas faire ça, parce que sur C, il n'y a pas de partition de l'unité. Si vous êtes sur R, mais en dimension infinie, vous ne pourrez pas non plus, parce qu'il n'y a pas toujours de partition de l'unité. Et si vous êtes sur QP, je ne sais pas. Mais c'est pas important, de toute façon, QP c'est plus facile, parce que c'est totalement discontinu, donc il y a moins de gags. Mais n'empêche qu'il y a une difficulté. Et donc, il faut la résoudre. Et on va la résoudre en trichant. On va imposer que notre définition soit locale. Je vais dire que f est Cn sur S en un point x, si autour de x, je peux trouver une suite de dérivés qui convient. Et puis je vais imposer aussi une définition locale en temps. Je vais dire que pour tout entier n' fini,
je peux trouver un petit voisinage autour de x où j'ai une suite de dérivés jusqu'au temps n'. Et ça résout à la fois les problèmes de localité en espace et en temps. Vous allez dire que c'est de la triche parce que... bah non, on choisit une définition qui fonctionne. Cette définition fonctionne. Une fois qu'on a fait ça en un point, on dit que f est Cn sur S, il y a les Cn en tout point de S, et ça résout le problème de localité, du manque d'unicité, c'est très bien, ça fonctionne très bien pour tous les entiers jusqu'à l'infini. Alors après, je vous ai dit, par contre, il faut aussi faire analytique, parce que Bourbaki vous l'a dit, et en général, on fait confiance à Bourbaki. On pourrait par exemple dire que f est analytique dans un ensemble S autour de x, que f est... Alors, je vais essayer de distinguer. Je vais dire analytique si ça admet un développement en série entière. Il y a classiquement, on voit plutôt ça en dimension 1, mais en fait, il y a une notion qui marche dans tous ces espaces vectoriels normés, même en dimension infinie. Je ne vais pas vous en parler, juste, voilà. Ça existe. Une notion de fonction développable en série entière dans n'importe quel espace vectoriel normé. Et donc, on pourrait dire que f est C oméga si elle est analytique. Malheureusement, là aussi, j'espère vous faire hurler un peu, une fonction analytique en un point n'est pas nécessairement C1 en ce point. Là, c'est pas un problème de formulation, c'est un problème de maths. Pardon, Sébastien. Oui. On parle de fonction analytique. Je n'ai pas compris comment ça résolvait le problème de une fonction pourrait être Cn pour tout n, mais ne pas être C infini. Mais c'est peut-être parce que je suis pas sûr. Parce que être C infini, par définition ici, c'est que pour tout nombre naturel n' fini, j'ai une suite jusqu'à n'. Oui, et le m il va jusqu'à n'. Oui. Le m il va jusqu'à n', oui. D'accord, ok. Oui. C'est là, tel que Pm plus 1 soit une dérivée de Pm, pour m plus 1 plus petit que n'. Absolument. Okay. Donc j'ai truqué ma définition pour résoudre le problème. Ok. Ça marche. Parfois, c'est une bonne manière de faire. Mais c'est juste la définition pour C infini qui a vraiment... Oui. Il y a aussi cette histoire de localité. Là, je l'ai fait en un point, et voilà. Donc une fonction analytique en un point n'est pas nécessairement C1 en ce point. Là, vous allez me dire, ça va pas. N'est pas nécessairement C1 en ce point si l'espace cible n'est pas un espace complet. Donc si vous faites... Il n'y a plus de complétude en prépa. Hein. Non, mais c'est pas grave. C'est pas vos étudiants qui sont là. Donc en dimension finie, le problème n'existe pas parce que c'est toujours complet. Mais en dimension infinie, il peut y avoir des gags. Alors, ça va pas parce que je voudrais qu'une fonction C oméga soit en particulier C infini et C1 et tout. Donc il va falloir que je change un petit peu ma définition. Alors, j'avais fait un slide où je donnais l'exemple de fonction analytique qui n'est pas C1. Voilà. Si vous avez une question à la fin, je reviendrai. C'est même pas compliqué, c'est juste de la triche, quoi. On prend une jolie fonction analytique qui va dans un espace, et puis en fait, elle va dans un sous-espace. Enfin, on regarde le sous-espace engendré par les valeurs de la fonction, et ce sous-espace, il n'est plus du tout complet, il devient trop petit pour que la fonction ait des dérivés dans ce nouvel espace. Parce que naturellement, les dérivés ne vivent pas forcément dans l'espace engendré par les valeurs de la fonction. C'est ça le gag. Voilà. On pourrait imaginer que la dérivée vit toujours dans l'espace engendré, mais non. Voilà. Il suffit d'écrire un exemple. Le premier exemple auquel on pense, il marche. Enfin, il marche. C'est un contre-exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais truquer encore plus ma définition, juste pour que ça marche. Je vais dire qu'une fonction est C oméga si elle est analytique, mais si en plus elle a une suite de dérivés et que toutes ces dérivés sont analytiques. Encore une fois, on a le droit de dire que c'est de la triche. Je suis en train de faire la définition la moins naturelle possible. Si on voyait ça dans un bouquin, on dirait, mais il faut que l'auteur pense à faire des définitions élégantes, et pas juste des définitions qui marchent. Il se trouve que là, ça a quand même le mérite de marcher. Donc voilà exactement la définition formelle d'une fonction Cn dans un domaine, dans MATLIB. Alors, condiff within at, c'est un peu long. À la base, on appelait ça times condiff within at pour dire que c'était plusieurs fois continuellement différenciable. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que le times, il était vraiment trop long et on l'a enlevé.
Ce qui fait que là, ça veut vraiment plus rien dire. Mais c'est comme ça. Ça veut dire fonction Cn. Donc K, c'est le corps qu'on regarde. N, c'est le degré de régularité, qui est soit un entier, soit l'infini, soit oméga. J'ai une fonction, j'ai un ensemble, j'ai un point, et donc je vais dire que la fonction vérifie toutes les propriétés si... Alors si quoi? Si mon entier n, c'est... si c'est un entier ou l'infini, bah, je vais prendre la définition de la troisième tentative, je vais demander que pour tout entier m plus petit que n, il existe un voisinage de x et une suite de dérivées successives autour de x qui sont bien les dérivées qui fonctionnent. Donc juste sur ce petit ouvert autour de x et jusqu'à l'ordre m. Ça, c'était la troisième tentative. Et pour analytique, une fonction analytique, bah, j'ai demandé la même chose, que j'ai un petit voisinage et une suite de dérivées successives, telles que ce sont bien des dérivées successives et elles sont toutes analytiques. Voilà exactement la définition qu'il y a dans MATLIB aujourd'hui. Je ne triche pas, je ne vous cache rien. Et là, on se demande, est-ce que vraiment la définition est bonne? Parce qu'il commence quand même à y avoir un degré de complexité tel qu'on a pu se planter à plein d'endroits. Et puis, je ne vous ai pas dit ce que c'était qu'un espace normé, mais il faut faire attention à comment c'est défini. Là, il y a des filtres de voisinage. Est-ce qu'on a bien défini tout ça? Et puis, les séries multilinéaires. Enfin, là, il y a un vrai risque que cette définition soit mauvaise. Là, j'aurais pas envie d'axiomatiser un truc comme ça. Donc, pour me convaincre que j'ai essayé de vous expliquer pourquoi la définition était bonne. Peut-être que je vous ai arnaqué quelque part. Et donc là, le test du feu, c'est essayons de démontrer des théorèmes avec cette définition-là. Et en fait, une fois qu'on aura démontré les théorèmes, on ne reviendra plus jamais à la définition précise. On utilisera juste les propriétés de cette définition, parce que c'est ça qui compte. Et pardon, Oui. un point qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a jamais aucune condition sur l'ensemble S. Oui. Et ça, c'est quand même un peu étonnant. Alors, Le but du jeu, c'est d'écrire une définition qui fonctionne bien pour la plupart des ensembles, mais il y a plein d'énoncés, il y a plein de... Les conditions analytiques, ouais. c'est un peu étonnant qu'on... cette définition est faite pour marcher à peu près tout le temps, mais quand on voudra démontrer un théorème intéressant, il y aura besoin d'hypothèses sur l'ensemble S. Par exemple, est-ce que la dérivée seconde est symétrique? La dérivée seconde est symétrique si S est un convexe d'intérieur non vide. Si S est arbitraire, la dérivée seconde peut être atroce. Donc dès qu'on va vouloir faire des maths un peu intéressantes, on mettra des hypothèses sur S. Mais on a envie, ces hypothèses, de les mettre dans les théorèmes intéressants et pas dans la définition. Exactement comme pour toutes les raisons que j'ai expliquées ici, moins on met d'hypothèses dans la définition et plus elle est confortable à utiliser. C'est un peu le point là, de cette définition. Je vous montre 2-3 propriétés qui sont vraies. Voilà, crash test. Est-ce qu'on peut démontrer des trucs un peu cohérents? C'est monotone. Si une fonction est Cn et que m est plus petit que n, alors f est Cm. Quel que soit le domaine. Bon. Okay. C'est une bonne chose. En particulier, une fonction c oméga, S c'est infini. C'est une bonne nouvelle. Je vous ai dit qu'il y avait un gag dans les espaces pas complets pour les fonctions analytiques. Quand l'espace est complet, c oméga est analytique, c'est la même chose. Là, c'est un théorème. Je ne vous montre pas les preuves, je vous montre des énoncés qui sont aujourd'hui dans MATLIB et qui montrent que cette définition fonctionne. Alors, pour n qui n'est pas l'infini, une fonction est Cn dans un ensemble en un point s'il y a un voisinage où elle possède une série de Taylor jusqu'à l'ordre n, et en plus, si n c'est oméga, tous les termes de la série de Taylor doivent être analytiques. C'est pas vrai pour C infini, cette chose-là, parce qu'avec ma définition, une fonction, vous regardez une fonction de R dans R, et vous supposez que sur l'intervalle -1 sur n, 1 sur n, elle est exactement Cn. Donc plus vous vous rapprochez de 0, et plus elle est régulière. Avec ma définition, cette fonction est C infini en 0. On peut discuter de si c'est une bonne définition ou pas, mais avec la définition que je vous ai écrite, cette fonction est C infini en 0, mais par contre, il n'y a pas de petit voisinage où elle est C infini. Par contre, en dehors de ce gag de fonction C infini,
être Cn, c'est quelque chose qui passe sur un petit voisinage, et c'est ce que dit ce lemme. Autre exemple d'énoncé qui fonctionne, une fonction est Cn plus 1 si et seulement si, localement, elle a une dérivée qui est Cn. Et en plus, si je parle de fonction C oméga, là, il faut que la fonction soit analytique aussi. C'est encore faux pour n égale l'infini pour la même raison que celle que je vous ai dite avant. Donc voilà, encore un autre crash test. Si j'ai deux fonctions f et g qui sont Cn sur un domaine, leur somme est Cn. Ça ne dépend pas du domaine, c'est vrai tout le temps. Comment on démontre ça sur papier ? Typiquement, on fait une récurrence sur n. Pour n égale 0, c'est facile. Et pour n positif, on a envie de voir que f plus g est dérivable, pas de problème. Et puis que la dérivée de f plus g est Cn-1. Donc là, je fais la preuve sur papier, donc en pensant à la définition sur papier des fonctions Cn, celle qu'il y a dans le bouquin de Cartan. Donc pour voir qu'une fonction est Cn, je dois voir que sa dérivée est Cn-1, et c'est quoi la dérivée de f plus g ? C'est df plus dg. Et donc j'applique mon hypothèse de récurrence à df et dg, et je vois que c'est Cn-1, et tout va très bien. Donc ça, c'est la preuve sur papier, qui marche très bien, et qui ne marche pas dans mon cas, parce qu'elle ne va pas s'appliquer à C oméga. C'est là, parce que pour C oméga, ma récurrence ne descend pas. Pour C oméga, je dois voir que la dérivée est C oméga, la dérivée seconde est C oméga, et ça se mord la queue, et ça n'avance pas. Donc je vous donne une autre preuve. Comme f et g sont des fonctions Cn, elles ont des séries de Taylor jusqu'à l'ordre n. Et à ce moment-là, la somme des séries de Taylor, c'est une série de Taylor jusqu'à l'ordre n pour f plus g. On l'écrit et c'est trivial. Et donc f plus g a bien une série de Taylor jusqu'à l'ordre n, et donc elle est bien Cn. Ça, c'est une définition qui fonctionne bien avec c'est une démonstration qui fonctionne bien avec la définition formelle que je vous ai donnée avant. Et en fait, c'est comme ça qu'on démontre le théorème. On ne le démontre pas avec cet argument inductif, qui en plus aurait des problèmes au niveau des univers pour ceux qui sont experts. Donc, comme on a pris une définition un peu tordue, ça force à donner des preuves parfois un peu plus compliquées. Alors là, pour la somme, c'est pas compliqué, mais pour la composition, le fait que la composition de fonctions Cn et Cn, ça se fait très très bien par récurrence. Par contre, si on doit donner une formule pour la dérivée énième de f rongé, ça existe, ça s'appelle la formule de Fadi-Bruno, mais c'est un peu désagréable à écrire. Là, on n'a pas le choix. On a dû écrire la formule de Fadi-Bruno pour la composer, pour montrer qu'une composée de fonctions Cn est Cn. Bon, mais en même temps, la formule de Fadi-Bruno, c'est très pratique après, pour obtenir des estimés sur les dérivées itérées, et donc ça sert aussi pour développer la théorie des distributions, donc on était très content de l'avoir. Alors, il me reste 5 minutes. Donc là, je vais faire un tout petit saut conceptuel. Je vous ai dit au début, on est motivé par des applications un peu plus avancées. Le fait de faire cette définition un peu compliquée, c'était pas gratuit, c'était parce qu'on... Et donc, dans MATLib, on est arrivé jusqu'à un cadre où on peut faire ces applications un peu plus avancées et vérifier que ces définitions compliquées des fonctions Cn, elles fonctionnent. Et donc, l'application un peu plus avancée, c'est les groupes de Lie. Alors, quand on a deux champs de vecteurs, disons dans un espace vectoriel, on peut définir un truc qui s'appelle leur crochet de Lie, et qui mesure, vous suivez le flot de V puis le flot de W, ou le flot de W puis le flot de V, il y a souvent un petit écart entre les deux. Et ce petit écart, il est mesuré par un champ de vecteurs, qui est le crochet de Lie de VW, et pour lequel on peut écrire une formule complètement pédestre, la dérivée de W appliquée à V, moins la dérivée de V appliquée à W. Quand on écrit la définition comme ça, on se dit que c'est un peu arbitraire et que c'est pas forcément un très bon objet, mais il y a une remarque conceptuelle qui dit que c'est un bon objet, c'est que le crochet de Lie, ça commute avec la composition par des fonctions. Vous avez un difféo local, vous prenez deux champs de vecteurs, vous les tirez en arrière par votre difféo local, et à ce moment-là, le tiré en arrière du crochet de Lie, c'est le crochet de Lie détiré en arrière. Et comme le tiré en arrière, c'est quelque chose de complètement canonique, quelque chose qui commute avec ça, ça dit que c'est un bon objet. Donc le crochet de Lie, c'est un bon objet, alors, à condition d'avoir des dérivées secondes symétriques. Mais on sait bien que les fonctions C2 ont des dérivées secondes symétriques, au moins sur R. Donc le crochet de Lie est un bon objet,
Et cette invariance, ça dit que cette chose-là qui est définie dans des espaces vectoriels, ça passe au cadre géométrique des variétés, qui sont des objets localement modelés sur des espaces vectoriels. Par exemple, la sphère. Sur la sphère, vous avez deux champs de vecteurs lisses, et ben vous pouvez définir leur crochet de lit de la manière suivante. Vous prenez un isomorphisme local avec un espace vectoriel, vous calculez le crochet de lit dans l'espace vectoriel, vous revenez sur la sphère, et l'invariance par difféo local vous dit que ça ne dépendra pas du choix de difféo local que vous avez choisi, et donc c'est quelque chose qui est bien défini sur la sphère. Et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire de l'algèbre sur les groupes de Lie. Les groupes de Lie, c'est des variétés, donc des objets localement modelés sur Rn, dans lesquels il y a une multiplication, une inversion qui vérifie les règles des groupes, mais en plus qui sont lisses. Et quand vous avez une structure comme ça, vous en déduisez une structure algébrique très intéressante sur l'espace tangent l'identité, qui s'appelle une structure d'algèbre de Lie. Vous prenez deux vecteurs et vous savez leur associer un troisième vecteur. Et il y a plein de manières de faire, mais voilà une manière de faire. Vous avez vos deux vecteurs dans l'espace tangent l'identité. Vous les poussez partout dans le groupe par multiplication à gauche, donc vous obtenez des champs de vecteurs sur le groupe. Là, vous prenez le crochet de Lie des champs de vecteurs, je vous ai dit que c'est quelque chose qui avait un sens. Et ce crochet de Lie, vous le regardez en l'identité. Donc, partant de deux vecteurs tangents l'identité, j'en ai construit un troisième. C'est ça le crochet de Lie. Alors c'est le même nom que le crochet de Lie des champs de vecteurs, mais parce que ça a la même origine, si vous voulez. Et pardon. Et tout se passe très bien. Pour avoir une algèbre de Lie, il faut avoir plein de propriétés du crochet de Lie, mais là, ça va être vrai parce que c'est vérifié par le crochet de Lie des champs de vecteurs, en général. Et donc, voilà une manière de construire les crochets de Lie sur les groupes de Lie. Et comme on a défini les fonctions Cn sur des corps arbitraires, on est content, là ça marche. Si vous voulez faire des groupes de Lie sur Qp, eh ben, vous avez des groupes de Lie sur Qp. Alors pas tout à fait. Parce que quand je vous ai dit les crochets de Lie sont bien définis, il y avait quand même cette hypothèse que les dérivées secondes devaient être symétriques. Alors quand on est sur R ou sur C, les applications C2 ont des dérivées secondes symétriques, et ça c'est assez facile à voir. Enfin, c'est vrai, mais avec des hypothèses plus faibles. C'est vrai si votre application est différenciable autour du point, et si la dérivée est elle-même différenciable en le point qui vous intéresse. Il n'y a aucun besoin d'hypothèse C1, rien, c'est juste différenciable et la dérivée est différenciable au point. Et si vous essayez de le faire comme ça, c'est plus dur, mais voilà. Donc parce que la dérivée seconde, il y a une formule limite, et cette formule limite est complètement symétrique en V et W. Ok. Et si on est sur un corps arbitraire, les fonctions analytiques, ça a toujours une dérivée seconde symétrique. Parce qu'une fonction analytique, c'est un développement en série entière. Et vous pouvez écrire la dérivée seconde en fonction du développement en série entière. Et la dérivée seconde, en fait, ça va être le deuxième terme de vos développements en série entière, mais symétrisé. La dérivée seconde appliquée à une paire de vecteurs VW, c'est P2 de VW plus P2 de WB, et ça, c'est symétrique. Par contre, en général, si vous êtes sur Qp, il y a des fonctions, C infini, dont les dérivées secondes ne sont pas symétriques. Je suis désolé, j'ai pas le temps de vous faire l'exemple. Mais c'est pas compliqué, vous pouvez même le faire à vos élèves, alors peut-être pas sur Qp, mais sur... vous prenez le produit de deux quantors triadiques, et sur cet ensemble-là, vous pouvez construire une fonction C infini. Donc C infini sur le produit des deux quantors triadiques, donc on calcule les dérivées juste en prenant des points qui restent à l'intérieur. Vous pouvez construire une fonction comme ça, telle que d de f sur dxy, ça fait 1, et d de f sur dyx, ça fait 0. Et c'est même totalement explicite. Vous pouvez regarder dans les notes, je crois que j'ai donné les détails. Donc c'est pour ça que là, je passe plus vite. Conclusion de l'affaire. Si vous voulez définir des groupes de Lie, si vous êtes sur R ou C, ça va marcher dès que votre groupe de Lie est, disons, C3. Parce qu'à ce moment-là, les dérivées secondes vont être symétriques, et puis alors il faut un tout petit peu plus de dérivées, parce que c'est comme ça. Par contre, si vous êtes sur Qp, les dérivées secondes sur une variété C3 vont a priori pas être symétriques, donc le crochet de Lie des champs de vecteurs ne sera pas bien défini. Et si vous voulez que les choses soient bien définies, en fait, vous avez intérêt à être analytique. Parce que si vous êtes analytique, là, des dérivées secondes sont bien définies.
sont symétriques, et donc le crochet de Lie sera bien défini. Et donc la conclusion de cette affaire, c'est que vous pourrez définir des structures d'algèbre de Lie sur l'espace tangent des groupes de Lie, si vous êtes C3 sur R ou C, mais si vous êtes sur QP, il vaut mieux être analytique. Voilà, c'est ce que disait Bourbaki au début, c'est pas pour rien qu'il faisait ça. Et donc, c'est pour ça que c'était important d'avoir cette classe de fonctions Cn qui contenait les fonctions C oméga. Et tout ça, c'est pas du flan, on l'a dans MATLIB, et ça marche. Ça marche, et on a les groupes de Lie à la fois sur QP et sur R ou sur C. Donc la conclusion de cette affaire, c'est qu'il y a deux manières d'obtenir des bonnes définitions. Celle où dès le début on est génial et on sait ce qu'il faut faire et on écrit du premier coup la bonne définition. Ça c'est ce qu'on aimerait faire. Et il y a la vraie méthode. Ce qui arrive dans la vraie vie, c'est qu'on écrit une définition et puis au début on a l'impression qu'elle est bonne et puis un jour on écrit un théorème, on n'arrive pas à le démontrer. En fait on n'arrive pas à le démontrer parce que notre définition n'est pas adaptée. Elle était bien mais elle n'était pas suffisamment générale pour couvrir aussi cette application. Et donc là, pour démontrer ce théorème, on répare la définition, et puis on répare tout ce qu'il y a entre les deux, mais ce qui est bien, c'est qu'un assistant de preuve, vous le relancez, vous lui dites « recompile-moi toute la bibliothèque », il compile, et à un moment il vous dit « ah non, là, ça va pas ». Vous réparez à cet endroit-là, et vous savez, une fois que l'assistant de preuve est content, il a refait tout le travail pour vous, et vous savez que tout est cohérent. Et après vous continuez, vous redéveloppez, et là vous vous rendez compte « mince, pour ma nouvelle application, ma définition n'est pas bonne, il faut que je rechange ». Et on itère ça. Et en fait, on passe son temps à itérer ça, et la définition des fonctions Cn que je vous ai montrée, je pense que c'est au moins la 4e ou la 5e itération. Et pour l'instant, elle est très bien, celle que je vous ai montrée, et si ça se trouve, je vous refais cet exposé dans 3 ans, ce sera peut-être plus la même définition. Et c'est pas grave. Donc ça implique de faire ce qu'on appelle des refactorisations, de modifier la bibliothèque, et je pense que c'est une morale cette histoire, il faut être prêt à faire évoluer les bibliothèques, c'est des évolutions qui sont dictées par les applications, qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'on ne réussit jamais à tout anticiper. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sébastien, on prend quelques questions. Oui. Oui, tu as dit donc 5 itérations, mais combien de temps, combien de personnes? Alors, je pense que ça, entre la première définition et celle-là, il y a bien eu 3-4 ans. Et c'est difficile de dire combien de personnes, parce que les fonctions Cn, c'est surtout moi qui les ai écrites. Mais les murs que les gens se prenaient, ils partaient dans d'autres directions. Et à un moment, ils disaient « ah, là, ça va pas ». Et donc là, il faut changer un truc. Et à ce moment-là, c'est plutôt moi qui changeais le truc. Mais il n'y a pas que moi qui me suis pris des murs. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas besoin de refactorisation des mathématiques. C'est une forme de refactorisation des mathématiques. Là, je t'ai dit que la définition qu'il y a dans Cartan n'est pas assez générale pour certaines applications. Le fascicule de résultats de Bourbaki, de géométrie différentielle, d'ailleurs c'est un fascicule de résultats, c'est un des seuls où il ne démontre pas les choses, parce que la géométrie différentielle, ce Bourbaki, c'est pas très bien. Dans ce fascicule de résultats, ils font pas les variétés à bord. Parce que c'est encore plus pénible. Et donc, tu ne pourras jamais formaliser la conjecture de Poincaré avec Bourbaki. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une refactorisation des mathématiques, mais on continue à écrire des choses de plus en plus générales ou dans des directions qui sont dictées par les applications. Quand Lurie fait des infinies catégories, on peut dire que c'est une refactorisation des mathématiques. Quand Scholze fait des ensembles condensés, on peut dire que c'est une refactorisation des mathématiques, sauf que souvent, ce n'est pas des refactorisations, c'est des nouvelles théories qui viennent se rajouter à ce qu'on avait avant. On n'efface pas ce qu'on avait avant. Mais dans une bibliothèque comme ça, tu n'as pas envie d'avoir des espaces vectoriels de dimension finie, et puis après, il y a Scholze qui arrive et qui nous dit « ah, mais on pourrait aussi faire des espaces vectoriels en dimension infinie ». Enfin, quand Scholze arrive et nous dit « on pourrait aussi faire des espaces vectoriels en dimension infinie », et nous, on a tendance à brûler le truc de dimension finie et à tout refaire à partir de la dimension infinie. Est-ce que c'est finalement efficace? Parce que visiblement,
l'approche des mathématiques comme ça, où les choses se développent sans brûler justement ce qu'on a fait avant, c'est quand même assez efficace. Ah, c'est beaucoup plus efficace. C'est infiniment plus efficace. Mais quand tu écris un papier, tu as une latitude. Tu comptes sur la fluidité de pensée de ton lecteur. Tu peux très bien utiliser un résultat de la théorie écrite de telle manière, et puis un résultat de Scholze écrit dans une théorie un peu différente, et dire mais les deux, ils s'appliquent évidemment à ce que je suis en train de faire. Et donc je me sers des deux. On passe son temps à faire ça. Et avoir une fluidité d'esprit comme ça, c'est pas tellement compatible avec les maths formalisées. Mais on peut dire que c'est un défaut des maths formalisées. C'est plus rigide. Et c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que à la fin, c'est un roc. Mais ça demande de travailler un peu différemment. C'est un roc, ouais. Ça demande de travailler un peu différemment. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que des mathématiques formalisées, loin de là, parce que quand tu as rigidifié, tu bloques un peu le progrès aussi. Tu dis, ah ben, on a cette définition de fonction CN, moi j'aurais besoin d'une définition un peu différente, et j'ai pas le droit, parce que Sébastien Guézel a dit qu'il fallait faire comme ça. Ça, c'est hyper malsain. Et donc, les mathématiques sur papier, qui croissent organiquement, un peu n'importe comment, pour inventer des nouvelles maths, c'est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'il ne faudrait pas plusieurs maths avec des philosophies peut-être un peu différentes? Ah si, complètement. Complètement. Parce que là, vous avez le lead avec l'option Bourbaki. Tout à fait, tout à fait. Et... Elles ne sont peut-être pas assez fortes pour refaire... cette approche bourbakiste, elle permet de faire beaucoup de maths, mais il y a un prix à payer, comme j'ai essayé de vous expliquer. Et si tu vises un résultat un peu particulier où tu n'as pas besoin de toute cette généralité, parfois c'est beaucoup plus économique de faire un truc un peu moins ambitieux, mais qui va plus directement dans cette direction-là et qui est peut-être plus facile à utiliser aussi pour les spécialistes de la théorie en question. Mais c'est exactement ce que Michaela a raconté ce matin. Et donc oui, je pense que c'est très important qu'il y ait différentes bibliothèques dans différentes directions, avec différentes approches. Alors moi, j'aime bien l'approche bourbakiste comme ça, parce que c'est ma tournure d'esprit. Mais je ne suis pas du tout en train de dire qu'on doit faire que ça. Parce qu'au Collège de France, on parlait de fork avec des maths plus vieilles, et avec une stratégie un peu différente, et on proposait d'autres orientations d'évolution. Alors, pourquoi pas? C'est bien, c'est de l'open source, donc n'importe qui peut repartir de ça à n'importe quel point, enlever les choses qui ne lui plaisent pas. Après, ça sera quand même des efforts à grande échelle, mais faire un Matlib pour les classes prépa où on est lag et où il n'y a plus de filtres et des choses comme ça, pourquoi pas? Non, c'est pas illisible, c'est magnifique. Mais j'ai des biais et je les assume et je dis que c'est très bien que tout le monde n'ait pas les mêmes biais que moi. Et même pire, c'est important. Sébastien, quand même, on peut dire que là, tu as fait le choix d'expliquer une histoire super, mais où on arrive à une définition qui est un peu dégueu, il faut quand même le dire. Oui, absolument. Mais il y a aussi, là, à l'instant, tu as dit le mot filtre, le fait au contraire, ça te pousse, dans bien des cas, ça nous a poussé vers des définitions plus belles, quoi. Des théories qui sont vraiment plus élégantes que les trucs qu'on faisait avant, quoi. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord. Du coup, de ce point de vue-là, l'exemple que tu as montré aujourd'hui n'est pas très représentatif. Oui, parfois, quand vous pensez aux limites, il y a les limites en plus l'infini, de suite de nombres réels, ou des limites en plus l'infini de fonctions, et puis ça peut tendre vers plus l'infini, vers moins l'infini, vers une limite finie. Comme ça, il y a assez vite 12 notions de limites. Si vous avez envie de dire que si j'ai f qui tend vers L, et puis que G en L tend vers M, alors G rond F tend vers M. Si vous avez 12 notions de limites, ça fait 144 théorèmes. Et puis le jour où vous rajoutez une 13e notion de limite, il faut rajouter toutes les compatibilités, vous passez à 169 théorèmes, et en fait, c'est pas gérable. Sur papier, c'est gérable parfaitement. Parce que vous vous dites, c'est pareil, et ce théorème de compétition limite, je l'applique sans avoir besoin de le redémontrer, c'est la pensée fluide. C'est hyper bien la pensée fluide, c'est comme ça qu'on avance. Mais n'empêche que quand on formalise, on ne peut pas se permettre de faire ça, et donc il a fallu trouver la bonne manière de formaliser les limites. Et la notion
La manière qui marche bien, c'est les filtres. Et au début, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, quand on est habitué, c'est absolument génial et magnifique. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système qui, justement, fait descendre un bout de MATLib à un niveau de généralité plus bas pour éviter de devoir développer 150 bibliothèques, un truc un peu automatisé, alors même sans parler d'IA Alors, je sais pas comment faire ça. Ouais, je sais pas comment faire ça. Je pense que c'est des beaux projets et je sais pas du tout comment faire ça. Parce que tu peux pas dire, ok, j'ai cette définition abstraite et puis j'élague des trucs. Mais si tu élagues les espaces uniformes, t'as plus R. Parce que R est construit comme complétion de Q au sens des espaces uniformes. Et donc, enlever des morceaux, c'est pas facile. Tout est très interdépendant. Donc, prendre une hache pour enlever le fichier des groupes de Lie, c'est facile, parce qu'il n'y a pas de truc de base qui va dépendre des groupes de Lie. Mais il y a d'autres trucs qui sont présentés de manière totalement non élémentaire, mais qui servent pour faire des trucs élémentaires. Et donc là, je pense que c'est pas évident. Par contre, faire une bibliothèque de déguisement de MATLib, tu pars de MATLib, et puis tu reformules certains concepts, et puis après tu dis à tes étudiants, vous avez juste le droit d'utiliser les concepts reformulés et interdiction d'utiliser les théorèmes de MATLib. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable. Après, ça s'appelle le programme de prépa, c'est-à-dire qu'on dérive une fonction sur un ouvert ou sur un ouvert à gauche, à droite. C'est ça. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable à faire. De partir de MATLib et de construire une surcouche qui dise, vous avez le droit d'utiliser ça, et ça, et le reste niet. On perd tous les outils de... Bah, ça dépend comment c'est fait, non ? Tu pourrais garder toutes les tactiques et juste dire certaines définitions sont interdites. Non, ça non. Si tu dis à ton... Alors, moi, quand je code du Lean, je code du Lean à la main parce que je trouve que ça marche beaucoup mieux. Et pour les étudiants, de toute façon, je pense que c'est très important aussi de faire comme ça parce que sinon, ils n'apprendront pas. Et donc, voilà, une bibliothèque avec un nombre restreint de trucs utilisables. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans les notes, je crois que je donne un pointeur vers le Natural Number Game, qui est une manière tout à fait pédagogique de s'initier à Lean et qui est tout à fait faisable par des étudiants de première année de prépa. C'est démontrer les propriétés de base des ensembles, des entiers de Peano, juste avec des axiomes de base. Et là, il y a plein de tactiques qui sont enlevées et on est forcé de comprendre ce qu'on fait à la main. C'est très rigolo, et il y a plein de gens qui accrochent la ligne comme ça. Est-ce que dans l'enseignement, il y aurait une branche des mathématiques ou de l'informatique, je sais pas où on se la met, qui serait à travailler sur le type d'outils ? Alors je pense qu'il y a plein de choses à faire dans l'enseignement avec Lean. Et je suis très mal placé pour y répondre, parce que... j'enseigne pas beaucoup, et deux, j'ai jamais enseigné avec Lean. Donc il vaudrait mieux que tu poses la question à Patrick, qui lui a vraiment fait ça avec ses étudiants, et en plus a développé des retranscriptions de Lean, où le langage est un peu différent, il appelle ça verbose Lean, où c'est une syntaxe en français qui ressemble à des phrases, mais une syntaxe assez rigide, et où tu racontes l'épreuve dans une syntaxe précise, mais c'est quand même du Lean. Et si j'ai bien compris, ça marche très bien auprès des étudiants. Il faut peut-être qu'on arrête les questions. Peut-être une petite remarque pour terminer. C'est assez amusant parce qu'en regardant ta conclusion, là, ça m'a rappelé un exposé à l'IHP de Michel Mendès France dans les années 90, où pendant tout son exposé, je crois que c'était sur l'entropie des courbes, il changeait un peu sa définition. Et à la fin de l'exposé, il disait « J'ai donc démontré ma définition ». On avait éclaté de rire, et je vois que maintenant on est beaucoup plus sérieux quand on dit... Il faut savoir qu'en Lean, une définition et un théorème, c'est des objets qui ont exactement la même nature. Donc démontrer une définition ou démontrer un théorème, pourquoi pas. Bon, merci encore. Merci.